Arrêtez-vous maintenant et posez-vous une question simple. Avez-vous déjà ressenti une étrange et inexplicable dissonance en vous trouvant dans une ancienne gare ferroviaire? Vous vous tenez sous des voûtes qui s'élèvent à des dizaines de mètres dans le ciel, entourées de marbre, de granit et de moulures dignes de temples antiques, et vous attendez. Une locomotive à vapeur sale, bruyante, crachant des nuages de suie. On nous a menti toute notre vie en nous disant que ces palais avaient été construits spécialement pour les trains. Mais si je vous disais que les trains ne sont qu'un décor? Et si ces constructions gigantesques étaient là bien avant que le premier moteur à vapeur ne roule sur les rails? Vous avez été trompés. Nous avons tous été trompés. L'histoire officielle du 19e siècle craque de toutes parts. Il suffit d'en retirer les manuels scolaires et d'activer la logique élémentaire et le raisonnement d'ingénieurs. Regardez la gare d'Anvers. Observez la gare Grand Central de New York ou la gare de Vitebsk à Saint-Pétersbourg. Ce ne sont pas des nœuds de transport, ce sont des temples, ce sont des résonateurs, ce sont les vestiges d'une civilisation dont nous ne pouvons toujours pas saisir le niveau technologique. Et aujourd'hui, nous allons ensemble lever ce voile de mensonges. Commençons par un fait que les historiens évitent soigneusement. On nous dit que le milieu du 19e siècle est l'époque de la révolution industrielle. Une époque où l'humanité, à peine sortie du système féodal, a soudainement commencé à construire des structures d'une telle complexité que même les architectes modernes, avec leur modélisation informatique et leur niveau laser, s'arrachent les cheveux. On nous propose de croire que des gens qui se déplaçaient à cheval et éclairaient leurs habitations à la bougie ont créé des dômes capables de couvrir un stade de football en utilisant seulement un ciseau, un marteau et de l'enthousiasme. Croyez-vous sérieusement à cela? Regardez les portes de ces gares, d'énormes ouvertures massives, hautes de 5, 6 et parfois 8 mètres. Pour qui ont-elles été faites? Pour un homme de taille moyenne, d'1,70 m? Ou peut-être pour des êtres de dimensions tout à fait différentes? La science officielle vous dira que c'est simplement du faste architectural, une quête de grandeur. Mais en ingénierie, il n'y a pas de place pour le faste vide quand il s'agit de milliers de tonnes de pierre et de métal. Chaque détail a une fonction. Et si des portes hautes de 3 étages existent, cela signifie que quelqu'un y est entré. Prêtez attention à la combinaison des technologies elles-mêmes. D'un côté, nous avons ces cathédrales majestueuses que nous appelons des gares. Une acoustique parfaite, une géométrie des plus complexes, l'utilisation de maçonnerie polygonale et de matériaux dont le traitement exige des machines à commande numérique. Et d'un autre côté, la locomotive à vapeur. Un tonneau d'eau primitif chauffé au charbon. Le rendement d'une locomotive à vapeur est insignifiant. C'est une machine sale, fumante, vibrante. Et vous voulez dire que pour cette machine à fumer, on a construit des palais de cristal? C'est comme construire un opéra pour y stocker du fumier. La logique est totalement absente ici. La théorie du culte du cargo semble bien plus probable. Nous n'avons pas construit ces gares. Nous les avons trouvées. Nous sommes une civilisation qui est arrivée sur les ruines d'un monde plus développé, a déterré ces complexes gigantesques, les a nettoyés de la saleté et de l'argile, et les a adaptés à ses besoins primitifs. Nous avons posé des rails là où, auparavant, circulaient des flux d'énergie complètement différents. Rappelez-vous les vieilles gravures et photographies du milieu du 19e siècle. Celles-là même où les villes semblent vides. Les immenses places de Saint-Pétersbourg, Paris, Rome, et pas une âme. Seules de rares figures de personnes en haillons qui semblent étrangères sur fond de constructions cyclopéennes. Les historiens expliquent cela par le long temps de pause des anciens appareils photo. Prétendument, les gens bougeaient, c'est pourquoi on ne les voit pas. Mais pourquoi alors voit-on des arbres qui se balancent au vent? Pourquoi voit-on les chevaux? Pourquoi les ombres tombent-elles sous des angles différents, comme si le soleil brillait de plusieurs côtés simultanément?
La vérité est bien plus effrayante. Ces villes étaient vides parce que leurs bâtisseurs avaient disparu. Et ceux que nous voyons sur les photos, ce sont les premiers colons, des habitants, ceux qui ont été amenés pour occuper les propriétés vacantes après une catastrophe mondiale. Et la première chose que les nouveaux maîtres de la vie ont faite a été de réécrire la destination des bâtiments. Les centrales électriques sont devenues des églises. Les usines d'extraction d'électricité atmosphérique, des hôtels de ville. Et les portails de transport gigantesques et les résonateurs acoustiques se sont transformés en gares ferroviaires. Parlons des chiffres qui font trembler les mains des historiens officiels. Prenons la construction de la cathédrale de Cologne, qui se trouve à proximité immédiate de la gare principale et forme avec elle un ensemble architectural unique. On nous dit qu'il a été construit pendant 600 ans. 600 ans! Pouvez-vous imaginer un devis de construction pour 6 siècles? Aucun État, aucune Église ne supporterait un chantier aussi long. C'est un suicide économique. Mais si nous regardons les photographies du 19e siècle, nous verrons que la cathédrale est debout et qu'autour d'elle, ce sont des ruines et de la boue. Et soudain, en seulement quelques décennies, il est prétendument achevé. D'où venaient les technologies? D'où venaient les maîtres? Et surtout, d'où venaient les ressources en Europe, épuisées par des guerres et des épidémies sans fin? La réponse est simple et effrayante. On ne l'a pas construit. On l'a restauré. On a restauré ce qui avait survécu après le déluge. Les gares du monde entier présentent une architecture identique. De Bombay à Londres, de Moscou à Melbourne. Partout, nous voyons les mêmes structures en arc, les mêmes dômes, les mêmes flèches. Comment est-ce possible dans un monde sans Internet et sans communication instantanée? Comment les architectes de différents continents ont-ils pu construire selon les mêmes plans, en respectant un standard unique au millimètre près? La version officielle d'une mode de l'Antiquité ne résiste pas à la critique. La mode, c'est du décor. Mais ici, nous voyons un standard d'ingénierie unique. C'était une civilisation globale et unifiée. Un monde sans frontières, relié par un réseau de transport ultra rapide, ou peut-être de téléportation, dont ces gares étaient les nœuds. Les voûtes en arc ne sont pas qu'un simple toit. C'est une forme idéale pour créer des ondes stationnaires et des champs vibratoires. Les trains n'ont rien à voir là-dedans. Ces bâtiments généraient, accumulaient ou transmettaient quelque chose. Et ce quelque chose était bien plus important que la livraison de charbon de Manchester à Liverpool. Regardez les cartes des chemins de fer du 19e siècle. Le réseau est si dense que les logisticiens modernes n'en rêveraient même pas. Aux États-Unis d'Amérique, en 1860, plus de 30 000 miles de voies avaient été posées. Par qui? Par une population qui se remettait à peine de la guerre de sécession? Par des gens avec des pioches et des pelles? Le volume de terrassement pour la pose d'une telle quantité de voies est comparable à la construction de la Grande Muraille de Chine. Excavation du sol, création de remblais, percement de tunnels dans les roches sans dynamite. Vous comprenez de quel volume il s'agit. Ce sont des millions de mètres cubes de roches. Où ont-ils mis cette terre? Où sont les décharges? Il n'y en a pas. Les routes sont souvent tranchées, comme si elles avaient été découpées par un laser ou une fraise géante dans le corps de la planète. Et ces voies mènent directement à nos gares gigantesques, y pénétrant comme une prise dans une douille. Nous arrivons au plus intéressant. Si les gares ne sont pas de simples salles d'attente, mais des dispositifs techniques complexes, comment fonctionnaient-elles? Pourquoi n'y a-t-il pas de fours et de cheminées dans les anciennes gares, en quantité nécessaire pour chauffer de si grands volumes d'air? En Russie, où la température descend à moins 30 degrés en hiver, il y a d'énormes salles avec de très hauts plafonds, et il y fait chaud. Comment? Les systèmes de ventilation et de chauffage que nous trouvons dans les sous-sols de ces bâtiments n'ont rien à voir avec la combustion de bois ou de charbon. Ce sont des conduits.
Des gaines d'aération qui traversent tout le bâtiment. Un chauffage à air chaud, nous dit-on. Mais où est la source de chaleur? Souvent, ces conduits s'enfoncent profondément sous terre, là où nous ne sommes pas autorisés à aller, là où se cache le véritable fondement de notre civilisation. Et maintenant, alors que nous commençons à peine à effleurer la surface de ce mystère, préparez-vous. Ce que je vais vous raconter ensuite sur les souterrains des gares et la datation réelle des briques va bouleverser votre perception de la réalité. Descendons sous le niveau du sol, là où se cachent les questions les plus embarrassantes pour la science historique officielle. Avez-vous déjà remarqué les fenêtres des rez-de-chaussée surélevés des anciennes gares? Faites le tour du périmètre de n'importe quel grand terminal ferroviaire construit au XIXe ou au début du XXe siècle. Vous verrez des fenêtres à part entière, de taille normale, qui sont à moitié, voire aux 2/3, enfouies dans l'asphalte ou le sol. Les guides touristiques et les manuels d'architecture appelleront cela des regards de lumière pour éclairer les sous-sols. Mais réfléchissez une seconde à l'absurdité de cette explication. Pourquoi un architecte concevrait-il une fenêtre gigantesque, l'ornerait-il de maçonnerie complexe, d'encadrement et de clés de voûte, pour ensuite l'enterrer dans le sol, ne laissant qu'une fente étroite dans laquelle s'engouffre constamment la saleté, l'eau et la neige? C'est de la folie d'ingénieur. Personne de sensé ne gaspillerait des ressources à décorer ce qui sera enfoui sous une couche de terre. Ces fenêtres n'étaient pas destinées à des sous-sols. C'étaient des fenêtres de premiers étages. Les bâtiments des gares, comme de nombreuses constructions historiques dans les centres de nos villes, sont enfouis sous plusieurs mètres de terre. La version officielle prétend qu'il s'agit d'une couche culturelle. Soi-disant, les gens n'ont pas nettoyé leurs déchets pendant des siècles, n'ont pas nettoyé les routes, et le niveau du sol a progressivement augmenté. On nous propose de croire qu'en 100 ou 200 ans, 2 ou 3 mètres de saleté s'accumulent. Pouvez-vous imaginer un citadin marchant jusqu'aux genoux dans les déchets et construisant simplement un nouveau trottoir par-dessus l'ancien, en murant les portes et les fenêtres de sa maison? C'est un mensonge, destiné à ceux qui n'ont jamais tenu une pelle. La couche culturelle ne croît que de quelques millimètres, pas de plusieurs mètres. Et certainement pas dans les centres des capitales impériales, où la propreté était surveillée plus strictement qu'aujourd'hui. Les premiers étages des gares enfouis sont la preuve directe d'un événement catastrophique que nous appelons le déluge de boue et de coulées de débris. Des coulées de boue ont englouti les villes, et les survivants ont dû simplement adapter les étages supérieurs rescapés pour en faire de nouvelles entrées. Les gares n'ont pas été construites sur le sol, elles ont été déterrées. Et souvent, elles n'ont pas été déterrées entièrement, faute de main-d'œuvre et d'équipement. Parlons maintenant de logistique et de science des matériaux. C'est le domaine où l'histoire officielle échoue lamentablement. Prenez n'importe quelle grande gare prétendument construite au milieu du XIXe siècle. Ce sont des millions, des dizaines de millions de briques rouges cuites. Pour produire une telle quantité de matériaux de construction, il faut des usines gigantesques, fonctionnant 24 heures sur 24. Où sont ces usines? Où sont les carrières d'argile de cette ampleur? Si l'on calcule le volume de briques dans le centre historique de Londres, Moscou ou Chicago, toute la région devrait être labourée de carrières, et le ciel devrait être noir de la fumée des fours de cuisson. Mais sur les anciennes cartes, nous ne voyons pas de zones industrielles de cette taille. De plus, les briques doivent être transportées. Au milieu du XIXe siècle, le principal moyen de transport était le cheval et la charrette. La capacité de charge d'une charrette est limitée. Les routes sont défoncées ou inexistantes. Essayez de transporter 1 million de briques en charrette dans la boue. C'est une tâche logistique qui prendrait des décennies. Et on nous dit que les gares ont été construites en 2 ou 3 ans. Allons plus loin. Les structures métalliques. Les gigantesques arches ajourées des halles,
couvrant les voies ferrées. Ce sont des centaines de tonnes de métal de haute qualité. Au XIXe siècle, la métallurgie, selon les manuels, ne faisait que commencer à se développer. Mais nous voyons des structures dont la qualité d'exécution surpasse les constructions modernes. Regardez les rivets, des millions de rivets. La technologie du rivetage exige de chauffer le métal au rouge et de le frapper au marteau ou à la presse. Comment cela a-t-il été fait à 30 mètres de hauteur, sans harnais de sécurité, sans grue, avec une telle précision que même un siècle et demi plus tard, ces joints ne rouillent pas et ne se désintègrent pas? L'analyse chimique du métal des vieilles structures montre souvent une pureté étonnante de l'alliage, difficile à atteindre même dans les fours Martin modernes. Ce fer ne corrode pratiquement pas. Comparez-le à une clôture moderne qui pourrira en 10 ans. Nous avons affaire à une technologie de traitement des métaux perdus, qui était accessible aux bâtisseurs de ces ouvrages, mais dont le secret a été perdu ou délibérément caché. Et maintenant, la révélation la plus importante concernant les chemins de fer eux-mêmes. On nous dit que le transsibérien, la grande route sibérienne, a été construit en un temps record en utilisant un travail manuel primitif. Des bagnards avec des brouettes et des pelles ont tracé des milliers de kilomètres de voies à travers la taïga, les marécages et les rochers. Croyez-vous qu'il soit possible de creuser manuellement, sans excavatrice ni dynamite, des tranchées dans la roche, d'ériger des remblais parfaitement plats de plusieurs dizaines de mètres de haut et de construire des ponts sur les grandes rivières sibériennes en si peu de temps? Calculez le volume de terre déplacé. Ce sont des milliards de mètres cubes. Même avec la technologie moderne, cela prendrait des années. Il existe une théorie qui explique toutes les incohérences. Les chemins de fer n'ont pas été construits, ils ont été restaurés. C'était un ancien réseau de transport d'une civilisation globale qui a été détruit et enfoui sous la terre. Les bâtisseurs du XIXe siècle ont simplement suivi les anciennes trouées, déterré les remblais conservés et posé de nouvelles traverses sur une fondation déjà prête, compactée par des siècles. C'est pourquoi de nombreux chemins de fer traversent d'étranges canyons profonds aux parois lisses. Ce n'est pas une excavation de terre, c'est une tranchée creusée dans une couche de roches sédimentaires qui a recouvert l'ancien monde. Portez attention à la démographie de l'époque. La population mondiale au début du XIXe siècle, selon les données officielles, dépassait à peine le milliard de personnes. Dans les grandes villes, vivaient des centaines de milliers et non des millions. D'où sont venues les ressources humaines pour de telles constructions grandioses? Qui sont toutes ces personnes qui construisaient des canaux, des chemins de fer, des gares, des usines, des palais? Si l'on en croit les statistiques, un homme adulte sur 2 aurait dû être constructeur ou maçon. Et qui alors cultivait le pain? Qui combattait dans les guerres sans fin? Qui travaillait dans les usines? Les chiffres ne concordent pas. Soit la population était beaucoup plus importante et une extinction massive s'est produite, qui nous est cachée, soit ces objets ont été construits bien avant l'apparition de la civilisation officielle du XIXe siècle. Nous vivons dans des villes fantômes, construites par des géants pour des géants, et nous essayons de nous convaincre que c'est l'œuvre de nos arrière-grands-pères, qui savaient à peine lire. Regardez les anciennes cartes des forteresses étoilées. De nombreuses gares se trouvent précisément sur les fondations de ces mystérieuses structures, ou sont intégrées à leur géométrie. Une gare n'est pas seulement un point sur une carte, c'est un nœud de pouvoir. Levons maintenant les yeux vers ces dômes et ces voûtes qui nous inspirent tant de respect. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les toits des gares sont structurellement si semblables aux toits des cathédrales et des temples? La science officielle marmonne quelque chose sur l'esthétique et la lumière, mais parlons-en, ingénieurs. Un dôme n'est pas seulement un beau toit, c'est un dispositif technique. En physique, la forme du dôme et de la sphère est idéale pour l'accumulation de charges statiques et la concentration d'énergie ondulatoire. Regardez les anciennes photographies des gares, avant la soi-disant reconstruction du XXe siècle. Que voyez-vous sur les flèches?
Il n'y a pas de drapeau, il n'y a pas de croix. Il y a des structures métalliques complexes, des sphères, des hérissons, des grilles. Ce ne sont pas des ornements, ce sont des antennes réceptrices. Ce sont des terminaux pour la collecte de l'électricité atmosphérique, cette même énergie de l'éther dont parlait Nikola Tesla et qui a été effacée de tous les manuels de physique. Imaginez un réseau gigantesque. Gares, cathédrales, mairies, toutes sont unies en un seul système énergétique. Les armatures métalliques à l'intérieur des murs, que nous découvrons lors de la démolition d'anciens bâtiments, sont des conducteurs de courant. Le dôme recueille la charge de l'ionosphère, l'armature métallique la transmet vers le bas, et les colonnes de granit contenant du quartz fonctionnent comme des éléments piézoélectriques. Toute la gare est une gigantesque centrale électrique, et en même temps, un nœud de distribution. La lumière dans ces bâtiments brillait sans fil ni ampoule. Rappelez-vous les descriptions des mariages électriques ou des bals du 19e siècle, où l'air brillait de lui-même. On nous dit que c'était de l'éclairage au gaz. Mais avez-vous déjà vu un bec de gaz qui peut éclairer une salle de 30 mètres de haut aussi brillamment que sur les anciennes peintures? C'est un mensonge. Les tuyaux de gaz ont été posés plus tard, en creusant la magnifique finition en marbre, en défigurant les murs, pour éclairer tant bien que mal ces pièces, lorsque l'énergie gratuite des anciens a été coupée. C'est pourquoi les gares ont une telle hauteur excessive. Une locomotive à vapeur n'a pas besoin d'un plafond de 50 mètres. La fumée s'échappe parfaitement par un conduit ordinaire. Ce volume est nécessaire pour la résonance. Nous arrivons à une autre fonction choquante de ces structures, la lévitation acoustique et la téléportation. Le son est une vibration. Une certaine fréquence est capable de modifier la structure de la matière. Les arcs des gares, leur géométrie, leurs proportions, tout cela est réglé pour générer des ondes sonores stationnaires. Peut-être que les trains de cette civilisation ne roulaient pas sur des rails. Peut-être qu'ils se déplaçaient dans l'espace à l'aide de couloirs acoustiques, et que les arcs gigantesques étaient des portails d'entrée et de sortie. Et nous, comme des sauvages ayant trouvé un microscope, nous avons commencé à l'utiliser pour enfoncer des clous. Nous avons posé des rails primitifs et y avons fait circuler nos chariots bruyants. Et maintenant, préparez-vous à la partie la plus sombre de notre enquête. La démographie et les enfants. Avez-vous entendu le terme « train d'orphelins » ? Aux États-Unis d'Amérique et en Europe, au milieu et à la fin du 19e siècle, un phénomène étrange et effrayant est enregistré. Un nombre énorme d'enfants sans abri. Il y en a des centaines de milliers. Ils sont entassés dans des convois et envoyés des villes surpeuplées de la côte Est pour défricher le Far West et la Sibérie. D'où venaient ces armées d'orphelins? Où étaient leurs parents? L'histoire officielle balbutie des explications sur les épidémies et la pauvreté. Mais les chiffres ne concordent pas. Une telle flambée d'orphelinat n'est possible que dans un seul cas, si la population adulte a été détruite presque instantanément. Nous sommes les descendants de ces orphelins. Nous sommes une civilisation élevée en incubateur. Notre mémoire a été effacée. On nous a donné une fausse histoire. Et on nous a envoyé coloniser les villes vides, laissées par les géants. Ces mêmes trains d'orphelins arrivaient dans ces magnifiques gares. Les enfants descendaient sur les quais, voyaient ces voûtes cyclopéennes et pensaient qu'elles avaient été construites par de grands ancêtres. Mais ils ne savaient pas que leurs parents avaient disparu lors d'une catastrophe que l'on appelle aujourd'hui la pluie de boue ou le grand redémarrage. Les gares étaient des points de distribution du biomatériel survivant, des centres de tri de l'humanité après le redémarrage du système. C'est pourquoi elles nous causent une anxiété subconsciente. La mémoire génétique nous crie que cet endroit n'est pas un lieu de voyage, mais un lieu d'exode. Un lieu où le destin de notre espèce a été décidé. Rappelez-vous vos sensations dans la foule d'une gare. Fatigue, vide, maux de tête. Ce n'est pas seulement dû au bruit.
Vous êtes à l'intérieur d'un résonateur géant qui est désaccordé. Il n'harmonise plus l'espace. Il fonctionne comme un amortisseur de vibrations, supprimant la volonté et la conscience. Les autorités connaissent parfaitement cette propriété. Ce n'est pas pour rien que pendant les révolutions et les coups d'État, les premières choses à être saisies sont la poste, le téléphone, le télégraphe et les gares. Le contrôle d'une gare, c'est le contrôle de la fréquence de vibration de toute une ville. En coupant ce nœud, on peut plonger la population dans la panique ou l'apathie. Il y a un autre fait qui crie simplement à la cohérence. La taille des marches. Dans de nombreuses vieilles gares, si l'on descend dans les locaux de service ou si l'on monte dans les tours, on découvre des escaliers sur lesquels il est inconfortable de marcher pour une personne normale. Les marches sont soit trop hautes, 40 cm, soit trop étroites. C'est une ergonomie non pas pour une personne de notre taille, c'est une ergonomie pour des êtres d'environ 3 mètres de haut. Rappelez-vous les Atlantes, soutenant les portiques des bâtiments à Saint-Pétersbourg. Ce ne sont pas des héros mythiques. Ce sont des autoportraits des bâtisseurs. Nous marchons dans leurs maisons, comme des souris dans un manoir abandonné, et nous ne remarquons même pas que les poignées de porte sont au niveau de notre visage. Maintenant que nous avons pris conscience de l'impossibilité technique de construire ces colosses avec des hommes en haillons et des charrettes, posons la question la plus effrayante. Où sont passés les bâtisseurs? Pourquoi ces magnifiques palais que nous appelons gares étaient-ils vides et recouverts de boue au milieu du XIXe siècle? Nous arrivons au point culminant de notre enquête, et cette vérité pourrait vous provoquer un sentiment de profond désaccord interne. Mais vous devez la connaître. Nous vivons sur un cimetière. Toute notre civilisation est construite sur les os de géants. L'histoire officielle qualifie le XIXe siècle de siècle de la vapeur et de l'électricité, de siècle du progrès. Mais les faits crient le contraire. Ce fut un siècle de survie, de pillage et d'élimination totale des traces d'une guerre mondiale. Regardez attentivement la maçonnerie des façades de nombreuses gares et des bâtiments anciens adjacents. Vous verrez d'étranges traces, des briques fondues, du granit coulé, des pierres transformées en une masse vitreuse. Les historiens vous diront que ce sont les conséquences d'incendies locaux. Mais la température d'un incendie de bois ordinaire ne dépasse pas 800 degrés. Pour que le granit coule comme de la cire, il faut une température supérieure à 1200 degrés. Et l'impact doit être instantané et puissant. Ce sont des traces d'utilisation d'armes de haute technologie. Thermonucléaires ou à plasma, appelez-les comme vous voulez. Nos gares sont des bunkers qui ont survécu. Leurs murs massifs, leurs fondations enfoncées de plusieurs étages, leurs joints en plomb entre les blocs. Tout cela est des éléments de protection contre les radiations et l'onde de choc. C'est pourquoi elles ont survécu. C'est pourquoi elles sont devenues des centres de cristallisation pour une nouvelle civilisation primitive qui a été élevée sur les ruines. Repensons la notion même de révolution industrielle. On nous dit que l'humanité est soudainement devenue plus intelligente et a commencé à inventer des machines-outils. Et si la révolution n'était qu'un processus de déstockage des ateliers survivants? Et si les premières locomotives à vapeur n'étaient pas l'invention géniale de Stevenson ou des Tcherepanov, mais une tentative de faire fonctionner des générateurs auxiliaires de secours au bois, parce que les réacteurs principaux des anciens avaient été détruits ou éteints? Nous avons trouvé ces machines, nous avons trouvé ces rails, et nous avons commencé à les utiliser de la manière la plus barbare. Les chemins de fer, dans les premières décennies après la catastrophe, n'étaient pas du tout utilisés pour transporter des passagers en cylindre et en crinoline. C'est un mensonge tiré de belles images. Les premiers convois transportaient de la terre. Réfléchissez à cette image. Des millions de tonnes d'argile et de débris ont recouvert les villes. Les premiers étages sont ensevelis. Les rues sont impraticables. Pour déterrer au moins le centre-ville, il fallait évacuer des montagnes de terre. Où?
hors de la ville. C'est précisément pour cela que les voies ont été restaurées. Des convois de boue, de briques cassées et de restes partaient des villes jour et nuit. Telle est la véritable destination du boom industriel. Nous étions des nettoyeurs dans une maison dont les propriétaires avaient péri. Et ce n'est que lorsque les principaux décombres furent dégagés, lorsque la couche culturelle fut recouverte d'asphalte, que les trains furent dotés d'un aspect noble et qu'on y admit le public, afin de créer l'illusion d'une vie normale. Et maintenant, rappelez-vous les grands incendies. L'incendie de Chicago en 1871, l'incendie de Moscou en 1812, les incendies de San Francisco, Seattle, Boston. Ils se sont déroulés selon un scénario unique. La ville brûlait entièrement, jusqu'aux fondations. La pierre et le métal fondaient. Et quelques années plus tard, à cet endroit, surgissait une nouvelle ville de pierre, entièrement reconstruite, avec un plan qui rappelait étrangement un circuit intégré. On essaie de nous convaincre que c'est une coïncidence, qu'une vache a renversé une lampe. Croyez-vous qu'une seule lampe puisse brûler une mégalopole de pierre et de briques? C'était un nettoyage. Les quartiers qui ne pouvaient pas être restaurés ou déterrés étaient simplement détruits, effacés de la surface de la terre, afin de cacher les traces de la catastrophe et de construire à leur place des boîtes primitives pour la nouvelle population. Et les gares étaient laissées. Elles étaient trop précieuses en tant que nœud de communication et de contrôle. Nous arrivons à la partie la plus cynique de la tromperie mondiale. Le remplacement des élites. Ceux qui dirigent le monde aujourd'hui, ceux dont les quartiers généraux se trouvent souvent dans les centres historiques, ne sont pas les descendants des bâtisseurs. Ce sont des envahisseurs, des pillards qui ont été les premiers à accéder aux entrepôts de connaissances et de technologies. Ils se sont appropriés ces palais. Ils se sont appelés rois, présidents et magnats. Mais regardez comme ils sont ridicules sur fond de cette architecture. Les présidents modernes, s'exprimant devant les colonnes gigantesques du Capitole ou du Kremlin, ressemblent à des enfants ayant enfilé la veste de leur père, qui est 5 tailles trop grande pour eux. Toute notre culture est imprégnée de cette inadéquation. Nous peignons des tableaux qui ne se comparent en rien aux toiles de la Renaissance. Nous construisons des bâtiments en verre et en béton qui s'effondreront dans 50 ans, à côté de quais de granit éternels. Nous sommes une civilisation de la dégradation, pas du progrès. Ne vous révolte-t-il pas que la vérité sur nos origines nous soit cachée? On nous a fait croire que nous descendions du singe, que nous avons évolué de la houe à l'iPhone. C'est fait exprès pour tuer en nous le sentiment de grandeur. Pour que nous ne posions pas la question « Pourquoi ne pouvons-nous pas construire une gare comme celle-ci aujourd'hui ?» La réponse est simple. Parce que nous avons perdu les technologies, les connaissances et peut-être la capacité génétique même de créer au niveau des dieux. On nous a transformés en consommateurs, on nous a enfermés dans des cages de béton, on nous a donné un travail de 8 heures par jour pour que nous n'ayons pas le temps de lever la tête et de regarder les voûtes de la gare, ces cartes stellaires figées dans la pierre. Ressentez-vous ce froid qui ne vient pas des murs, mais de la prise de conscience de la réalité? Nous vivons dans une matrice artificielle. La chronologie historique est étirée comme du caoutchouc. 1000 ans de Moyen-Âge ont été inventés pour masquer la rupture entre l'Antiquité et nous. L'Antiquité n'était pas il y a 2000 ans, elle était hier. Il y a littéralement 200 ou 300 ans, ceux qui construisaient ces arches marchaient ici. Et la catastrophe qui les a détruits s'est produite très récemment. Vos arrière-arrière-grands-parents ont pu être témoins de cette horreur, mais on les a forcés à se taire ou on leur a réécrit la mémoire. Peut-être que ces mêmes asiles d'aliénés, qui se sont ouverts massivement au XIXe siècle, étaient destinés à ceux qui se souvenaient de la vérité et refusaient de croire à la nouvelle réalité fabriquée. Mais les traces sont restées, elles sont partout. Dans les portes gigantesques, dans les fenêtres sous terre, dans la maçonnerie polygonale impossible à reproduire,
dans les forteresses stellaires dispersées sur toute la planète. Et les gares sont les témoins les plus évidents, les plus accessibles de l'accusation. Elles se dressent comme des reproches muets à notre aveuglement. Chaque fois que vous achetez un billet de train, vous passez par un portail qui n'a pas été créé pour vous. Vous entrez sur le territoire d'un dieu étranger, mort. Et le système a peur qu'un jour vous vous arrêtiez au milieu du hall principal, regardiez la coupole et compreniez. Ceci n'a pas pu être construit par des hommes avec des marteaux. Il y avait autre chose ici.